De quoi sont composés les fonds en euros classiques? Alors, premier élément pour répondre à cette question, c'est qu'on va parler de composition moyenne d'un fonds en euros classique. Et comme toute moyenne, une moyenne, ça donne des points de repère, mais une moyenne, ce n'est jamais la réalité de chacun des fonds individuellement. Puisque la composition d'un fonds en euros classique peut varier d'un fonds à un autre. Et aujourd'hui, dans un contexte où certains opérateurs ont une collecte nette positive, d'autres une collecte nette négative, on peut avoir des poches très différentes au niveau du monétaire. Et troisième élément, c'est que selon les visions macroéconomiques des gérants, perspective de hausse ou de baisse des marchés actions, perspective de hausse ou de baisse des taux d'intérêt, il peut y avoir des stratégies différentes d'investissement, notamment sur l'aspect obligataire. Alors fin 2024, que trouve-t-on en moyenne dans les fonds en euros? On trouve en moyenne 77% d'obligations, 10% d'actions, 7% d'immobilier et 2% d'investissements non cotés, ce qu'on appelle aussi dans des FCPR. Au-delà de ces 4 gros blocs, on trouve en moyenne un investissement à hauteur de 1% dans les infrastructures, 1% dans la gestion alternative, 1% du monétaire qui va se permettre de gérer les entrées-sorties de flux dans le fonds en euros et 1% de autres. L'intérêt dans les fonds en euros d'investir dans des obligations, c'est d'être en capacité de répondre à la promesse des fonds en euros qui est tout à fait intéressante et bien perçue comme telle pour les adhérents en assurance vie. C'est en fait une garantie au jour le jour du capital avec ce qu'on appelle un effet cliquet, c'est que chaque jour l'épargne va se valoriser et donc apporter du rendement pour l'épargnant. Alors, les obligations, vous me direz qu'elles peuvent avoir un risque de faillite. Et par rapport à ce risque qu'on appelle de contrepartie sur les obligations, les gérants des fonds en euros investissent dans des obligations bénéficiant de ce qu'on appelle une bonne notation, d'un bon rating, avec une note en moyenne de A+, et dans la pratique, les situations de défaut de l'émetteur d'obligations au sein des fonds en euros, ces situations sont extrêmement rares. D'où l'intérêt d'un investissement dans des obligations qui vont bénéficier d'une bonne notation en moyenne A+. Donc les obligations achetées au sein des fonds en euros, c'est l'apport de sécurité de l'épargne investie avec du rendement au jour le jour via les coupons versés par les obligations. En termes d'obligations, l'univers est extrêmement vaste. On va essayer, pour répondre à ces questions, de donner une vision globale et relativement concentrée. Dans les fonds en euros classiques, on va trouver en moyenne 53% d'obligations qu'on appelle corporate. Ce sont donc des obligations émises par des entreprises pour se financer. À titre d'exemple, puisqu'on est aujourd'hui dans le secteur de l'assurance, AXA émet des obligations qui peuvent être souscrites par des fonds en euros pour rentabiliser l'épargne des adhérents au sein des fonds en euros. Deuxième poche dans les obligations, c'est les obligations qu'on appelle souveraines, qui sont donc émises par des émetteurs qu'on appelle publics ou parapublics, comme l'État français. Ça peut aussi être la Caisse nationale d'assurance vieillesse, tout un paquet d'organismes publics ou parapublics. Troisième type de fonds obligataires, qui ne sont pas vraiment des fonds obligataires, on va trouver en moyenne 2% de fonds structurés dans la poche obligataire des fonds en euros. Deuxième facteur explicatif des obligations qu'on va trouver dans les fonds en euros, c'est la nature du rendement versé par les obligations. En moyenne, dans les fonds en euros, on va trouver 83% d'obligations versant un taux fixe, par exemple 3,75% pendant 10 ans, 7% d'obligations qui peuvent verser un rendement variable
dépendant de différents facteurs et 10% de autres, dont des obligations indexées sur l'inflation. Dans un fonds en euros, on l'a vu ensemble, en moyenne, 77% d'obligations qui apportent de la sécurité grâce au bon rating des contreparties et du rendement, ce sont les coupons qui sont versés. Maintenant, l'intérêt des gérants des fonds en euros, c'est d'aller chercher du rendement au-delà en faisant ce qui s'appelle une diversification de l'actif. Les deux principales poches de diversification, ça va être la poche actions, avec en moyenne 10,1% d'actions dans les fonds en euros classiques. Alors les actions, à la différence des obligations, elles n'ont pas vocation à être conservées dans le fonds en euros jusqu'à leur échéance, d'autant plus qu'une action n'a pas d'échéance, alors qu'une obligation est émise pour une durée déterminée. Les actions apportent deux atouts pour les gérants des fonds en euros. Tout d'abord, des dividendes, notamment sur les valeurs qu'on appelle de rendement, et deuxièmement, des plus-values qu'on va trouver davantage sur les valeurs qu'on appelle de croissance. Voilà. Et à la différence de l'investissement en obligations, il faut être conscient que les assureurs n'hésitent pas à vendre des actions lorsqu'ils considèrent qu'elles ont bien monté. Comme ça, ils vont concrétiser la plus-value et booster le rendement du fonds en euros pour être en capacité de servir une bonne participation bénéfice. Au-delà des actions, on va trouver de l'immobilier dans les fonds en euros avec un investissement de plus en plus indirect au travers de SCI ou de SCPI notamment. Toujours pour aller chercher du rendement, pour booster la performance au profit des adhérents qui ont investi dans le fonds en euros, les gérants des fonds en euros n'hésitent plus à sortir du seul cadre des obligations, des actions et de l'immobilier en allant chercher d'autres classes d'actifs. Première classe d'actifs relativement nouvelle, c'est ce qu'on appelle les infrastructures. Les infrastructures, c'est par exemple financer la construction d'une ligne de train à grande vitesse. L'intérêt des infrastructures, c'est qu'on va financer une infrastructure et derrière toucher des revenus via les péages qui vont être versés par les utilisateurs de ces infrastructures. Vous savez que lorsque Réseau Ferré de France fait passer des trains sur une ligne à grande vitesse, et bien SNCF notamment va verser des redevances, un loyer à Réseau Ferré de France. Deuxième classe d'actifs qu'on va voir apparaître, c'est ce qu'on appelle la gestion alternative, ce qui s'appelle aussi performance absolue. C'est une classe d'actifs décorrélée des marchés qui va aller chercher dans tous les cas de la performance en arbitrant selon la situation des différentes classes d'actifs, actions, immobilier, obligations. Troisième classe d'actifs relativement nouvelle, c'est le non-coté qui monte pas mal à certains fonds en euros. C'est investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, aider au financement de PME et de TI en délivrant du rendement derrière pour les épargnants du fonds en euros. Ce que l'on peut dire, c'est que bien évidemment, le risque existe toujours dans un investissement. Néanmoins, au sein d'un fonds en euros, les risques sont globalement très limités par le biais de plusieurs choses. Tout d'abord, l'allocation d'actifs, un investissement à 77% en obligations avec un bon rating moyen de A+. Deuxièmement, ce sont les règles de solvabilité qu'on appelle solvabilité 2. L'intérêt de ces règles de solvabilité, c'est qu'elles vont contraindre les assureurs à apporter de la marge de solvabilité au niveau correspondant au risque pris dans les investissements financiers. Donc si un gérant de fonds en euros intègre dans les actifs du fonds une obligation qui va être notée B, qui est une note assez basse, bien évidemment cette obligation va rapporter, mais en contrepartie, il va y avoir une exigence assez forte de marge de solvabilité. De la même manière pour les actions qui permettent de booster le rendement, les actions dans solvabilité 2, on fait l'hypothèse qu'elles peuvent baisser de
40%. Troisième facteur, c'est que les actifs qu'on appelle peu liquides, comme les infrastructures, comme le non coté, comme l'immobilier, ces règles prudentielles vont contraindre à intégrer ce risque de liquidité en mettant les capitaux, les fonds propres nécessaires derrière. Donc oui, il y a un risque théorique sur les fonds en euros, mais dans la pratique, tout le mécanisme de sécurité qui est autour apporte toute garantie à l'adhérent. Depuis ces dernières années, au-delà des fonds en euros classiques, on a vu apparaître tout un univers d'autres formes de fonds en euros. Avec la montée en puissance des plans d'épargne retraite individuels, qu'on appelle aussi les PERIN, il y a aujourd'hui beaucoup de fonds en euros retraite qui se sont développés au sein des compagnies d'assurance vie. Ces fonds en euros retraite bénéficient d'une capacité à investir sur une durée beaucoup plus longue parce que l'épargnant il est là pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ces fonds en euros retraite ne sont investis qu'à 70% d'obligations par rapport à 77% pour les fonds en euros classiques. L'intérêt de cet investissement, c'est qu'il permet d'aller chercher 30% de diversification via des actions, via de l'immobilier, mais aussi du non-coté ou d'autres formes d'investissement. Autre nature de fonds en euros qui se développent, ce sont les fonds euro-croissance. Ces fonds euro-croissance, on le rappelle, ne bénéficient pas d'une garantie du capital au jour le jour. La garantie n'est apportée qu'à un certain pourcentage et à l'échéance retenue par l'épargnant. Grâce à cette flexibilité dans la sécurité du fonds, les fonds euro-croissance sont beaucoup plus diversifiés que les fonds euro classiques et on ne va trouver en moyenne dans les fonds euro-croissance que 60% d'obligations. Donc ce que l'on voit, c'est que selon la nature des fonds, les gérants adaptent l'allocation pour aller chercher la meilleure performance financière possible en intégrant la sécurité apportée ou non à l'épargnant et en intégrant aussi la perspective de durée de placement.